Bonjour, c'est l'heure du face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du JDD. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Ravi de vous retrouver. Le président Emmanuel Macron a eu une rentrée complexe, comme sa pensée de l'affaire Benalla aux démissions au pluriel. Une cote de popularité en très forte baisse, moins 10 points. Le président a désormais son gouvernement au complet. Et puis hier soir, le Premier ministre a mis fin au suspense sur le prélèvement à la source sera fait. Donc, ce mercredi matin, le chef de l'État veut le voir comme un nouveau jour. Exceptionnellement, son propos liminaire au Conseil des ministres était filmé et en direct. Je vous propose de l'écouter. En vous accueillant, je veux ici également rendre hommage au travail de vos prédécesseurs qui, pendant 15 mois, ont œuvré l'un et l'autre, l'une et l'autre, à ce que justement, dans la cohérence de l'action de ce gouvernement, des transformations importantes soient déjà imprimées. Dans tous les secteurs ministériels, dans tous les domaines de la vie de nos concitoyens, beaucoup de choses nous attendent avec énormément de défis. Et le semestre qui s'ouvre ne sera pas ni plus tranquille, ni plus oisif que celui qui précède. Avec du sens à donner, et il est essentiel, avec des transformations concrètes à conduire, et avec une difficulté qui va avec ces grandes transformations, c'est que rien de ce que nous entreprenons depuis 15 mois n'est fait pour l'immédiat, ou sur la pression de l'immédiat. Rien n'est fait pour simplement donner plus d'argent à l'un tout de suite, ou régler les problèmes qui ne sont pas réglés parfois depuis des décennies de manière facile. C'est pour ça qu'il faut, dans ces périodes, tout à la fois tenir, expliquer et avec force mener ce combat. Emmanuel Macron, la pression de l'immédiat, visiblement, il y cède, puisqu'il montre là, par cet exercice de communication, clairement qu'il tient les rênes du gouvernement et que la crise, de quelle crise parle-t-on ? Là, il a voulu opposer, au fond, son dessein qui est la transformation du pays, un mot qu'il a répété à 4 ou 5 reprises dans cette intervention, à justement le besoin d'avoir des effets immédiats. Et lui, il essaie de plaider le temps. Et au fond, il essaie de gagner du temps et surtout d'effacer cette séquence catastrophique. C'est ce qu'il essaie de faire avec cette séquence de communication. C'est plutôt inédit, c'est plutôt bien fait. Mais il n'empêche, il en faudra plus pour effacer cette séquence catastrophique de A à Z, avec évidemment sur l'aspect la démission du lot, il n'y peut rien. Il a mis 7 jours pour le remplacer par François de Rugy. Franchement, il pouvait le faire l'après-midi, parce que c'est pas non plus un perdreau de l'année, et c'est pas non plus la perle rare, donc il pouvait le trouver facilement. Il était de l'autre côté de la Seine. C'est surtout sur le prélèvement à la source où là, il a laissé traîner, il a mis en scène ses hésitations, où il a été vraiment hésitant, ce que je crois. À l'arrivée, on a l'impression de ne plus avoir le même président Emmanuel Macron que l'année dernière. Le Macron 1, c'était Jupiter qui ne doute pas, qui décide, qui tranche et qui ne veut pas de couac. Le Macron 2, c'est lui qui fait le plus gros couac depuis le début de ce quinquennat, qui hésite, qui doute, qui laisse finalement son Premier ministre emporter l'arbitrage. Je suis pas sûr que tout ça, l'opinion comprenne bien ce qui se passe, surtout pour une réforme qui, à mes yeux, n'est pas très importante. L'opinion voudrait plutôt une vraie réforme de l'impôt pour que l'impôt baisse en France, plutôt que s'acharner à vouloir régler cette histoire de prélèvement. Franchement, en France, le recouvrement de l'impôt est un des meilleurs d'Europe, 98% je crois. On n'a pas de problème pour prélever l'impôt en France. Par contre, on a un vrai problème pour le faire baisser. Alors oui, on va reparler d'un mot, mais David, est-ce que ce que disait Bruno, le Macron 2, c'est-à-dire celui ce n'est plus l'être surnaturel, exceptionnel, on dit dans le fond depuis quelque temps qu'il se banalise, qu'il redevient une sorte de président normal. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec Bruno, et c'est vrai que, curieusement, au moment même où François Hollande est sorti de sa boîte pour critiquer son successeur, c'est vrai qu'il en a gros sur la patate, cette bonne guerre, même si on pouvait attendre d'un ancien président qu'il se tienne un peu plus, c'est vrai que
Macron, sur ce dossier du prélèvement, il a ressemblé à François Hollande, et c'est la première fois. C'était la réforme de François Hollande. C'était une réforme de François Hollande, vous avez raison. Mais les atermoiements, les hésitations, les couacs, le ministre du budget et des comptes publics qui nous assure que tout est parfaitement prêt, que le jour où on appuiera sur le bouton, ce sera fait. Le Premier ministre qui est coincé entre l'Élysée et Bercy. Le président lui-même, c'est la première fois que Emmanuel Macron, en 14 mois ou 15 mois, fait part de ses propres doutes et explique en l'occurrence, le doute, il venait de Bercy, de savoir si c'était... Non, il vient de l'Élysée. Non, mais attendez, c'est quand même Bercy qui met aussi en route l'affaire. Bercy met en place sur Darmanin dit que tout va bien. Darmanin nous explique que tout va bien, que tous les tests sont faits. Et alors quel intérêt d'avoir douté? Emmanuel Macron, je pense que d'abord, il est toujours assez inquiet. Il a vécu quand même en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée ce catastrophique automne 2013, souvenez-vous, ce ras-le-bol fiscal où les socialistes s'étaient aperçus qu'ils avaient tapé un peu fort, ils avaient un petit peu matraqué, notamment les classes moyennes et les retraités, et c'est le moment où ceux-ci lui ont présenté l'addition. Donc ça, il le sait qu'il y a un risque politique. Et puis deuxième élément, cet été, il a eu beaucoup de contacts, beaucoup de messages de la part de représentants du patronat, mais aussi notamment des PME qui sont très impactée par cette réforme et très inquiète des implications économiques. Oui. Donc il a lui-même hésité et, je le répète, pour la première fois, fait part de ses hésitations. Et puis, c'est gênant, Bruno, pour un président de la République de douter. Il disait d'ailleurs, même de Hulot, il doute en permanence, il est jamais satisfait. Et ça avait l'air d'être chez lui, non pas une critique, mais plutôt une vertu de douter. Objectivement, Roselyne, c'est gênant si à l'arrivée, c'est pour maintenir le prélèvement de l'impôt à la source. C'est pas gênant si c'est, au fond, le président doute, il en fait part publiquement, il ne fait pas confiance, les yeux fermés à sa haute administration. Je trouve ça très bien, c'est même sage. Le problème, c'est qu'à l'arrivée, il n'en tire pas la conclusion qui aurait été finalement, retirons ce prélèvement à la source qui est... Ça aurait coûté cher, 200 000 qui est source potentielle de pas mal de problèmes. David vient d'en parler, et il y en a beaucoup. Le président lui-même ayant évoqué dans le huis clos d'une rencontre avec des élus, et s'il y a 100 000 bugs, ce sera moi qui sera responsable. S'il y avait seulement 1% des Français qui payent l'impôt qui étaient impactés par des erreurs, 1%, grosso modo, sur les 17 millions de Français qui payent l'impôt, je rappelle qu'il n'y en a que la moitié qui payent des impôts, c'est quand même 170 000 personnes. Franchement, 170 000 personnes, ça fera beaucoup de monde. Donc j'espère qu'on n'en sera pas là. Espérons que la réforme se passe bien. Mais si le président a douté et a vraiment hésité, oui, mais à ce moment-là, il fallait aller jusqu'au bout et supprimer cette réforme de Hollande plutôt que faire du Hollande. Vous savez depuis combien de temps on discute de cette réforme? 3 ans. Non. Oui, 40 ans. 70 ans. Depuis 1948, il y a Jacques Chirac, dans tous les pays ministre des Finances de Gaulle qui s'en était occupé, Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'économie de Pompidou qui s'en était occupé, puis Rocard, puis Chirac, et enfin François Hollande. Donc ça fait plusieurs décennies. Et Emmanuel Macron, à la fois sur le long terme et sur le court terme, qui nous avait expliqué que lui, il gouvernerait pas comme les prédécesseurs, qu'il avancerait à la hussarde. C'est vrai que dans les premiers mois, on en a souvent parlé sur ce plateau, Roselyne, on évoquait le train d'enfer des réformes, le fait que parfois... C'est toujours la fameuse modernité. La modernité, mais ça fonctionne très bien, le prélèvement de l'impôt en France. Qu'est-ce qu'on s'embête avec ça ? C'est vrai que du point de vue des économistes... Alors c'est quoi l'intérêt ? François Hollande, il avait un intérêt. François Hollande, il faisait ça parce que lui, il voulait fusionner l'IRPP et la CSG. Oui, parce qu'on disait c'est génial quand... Sauf qu'il ne l'a pas fait, Bruno. François Hollande, il savait bien ce qu'il voulait faire. Sauf qu'il a fait que le prélèvement à la source. Il savait ce qu'il voulait faire. Là, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'embête avec un truc qu'il veut pas faire. D'ailleurs, c'était pas le plus allant des ministres de l'économie sur cette réforme. Franchement, je trouve qu'il y avait sans doute, il pouvait placer son énergie dans autre chose. C'est quoi l'intérêt du prélèvement ? À la rentrée, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a encore du chômage, il y a la dépense publique à faire baisser, il y a des tas de trucs à faire, beaucoup plus urgents que ça. Oui, mais moi je crois qu'un recul, Bruno, aurait été plus désastreux encore dans la mesure où... D'accord. C'est ce qu'il a dû se dire. C'est vrai que là, on a eu un sentiment mi-chèvre-mi-chou, parce qu'on n'a pas le recul, mais on a quand même le sentiment du recul, le sentiment du couac. C'est la première fois qu'il y a quand même un président qui dément son ministre, qui n'est pas en accord avec son ministre du budget. Le Premier ministre entre les deux, tout ça a laissé l'impression, si on ajoute... Il avait un argument en or, c'était une réforme de François Hollande, je l'applique pas. Il avait mais si on ajoute mais ça coûtait 200 millions d'euros. 300 millions d'euros qui ont été dépensés, le couac et en plus l'ambiance catastrophique que vous évoquiez avec la démission de Nicolas Hulot, ça donne le sentiment, pour la première fois depuis mai 2017, d'un gouvernement, d'un exécutif qui n'est pas très bien tenu.
Et on dit un mot du remplaçant de Nicolas Hulot, donc on dirait que Emmanuel Macron a choisi la raison. Choisi la sécurité, comme on disait dans la publicité à l'époque. On avait quelqu'un qui n'était pas un professionnel de la politique, il prend un professionnel chevronné, un ancien apparatchik des Verts. Il avait quelqu'un qui était très populaire, il prend un quasi inconnu, non pas de nous observateurs, mais du grand public. Ouais. Et puis il avait quelqu'un qui était susceptible de lui claquer dans les doigts à tout moment. Là, on a quelqu'un qui va filer droit, qui va rester dans son couloir et dont on peut attendre. Ça, attendez, il s'est un peu rebellé lorsqu'il était président de. Oui. Enfin, doucettement, président de l'Assemblée. Et puis surtout, comme président de l'Assemblée, il y avait des mauvaises relations avec Ferrand, mais aussi un peu avec l'Élysée, qui n'a pas apprécié cet été de voir la présidence de l'Assemblée laisser passer la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Il a appuyé une commission d'enquête qu'avait demandé les Insoumis sur l'affaire Benalla. Là, au moins, il leur a apporté de claque, si je puis dire, parce qu'il sera dans le gouvernement, il devra bien se tenir. Donc finalement, il s'est fait un remaniement aux petits oignons pour avoir la paix. Il n'y a plus une tête qui dépasse. Politiquement. Il n'y a plus une tête qui dépasse, tout va bien. Plus une tête qui dépasse, mais il faut quand même rappeler l'origine du remaniement. Il n'était pas du tout prévu. C'est encore un couac. Il ne voulait pas remanier avant plutôt le début de 2019. On va dire que c'est les aléas. C'est les aléas du pouvoir, mais si on appelle ça un remaniement, c'est un réajustement. C'est du remplacement poste pour poste de ministre. Du ministre de l'écologie et de la ministre des Sports, qui au passage a démissionné pour des affaires, là encore, ça nous rappelle l'ancien quinquennat. Puisque, toute proportion gardée, c'est quand même pas Jérôme Cahuzac. Non, c'est pas Jérôme Cahuzac, mais c'est un peu Yamina Benguigui. C'est vrai. Oui, bon, voilà. Oui. Un remplacement, c'est vrai que c'est un petit remaniement, il y a pas vraiment, on n'attend pas une vague dans l'opinion, tout ça pour ça, mais un remaniement contraint, et ça fait partie, encore une fois, des choses qu'il a subies. On dit tout ça pour ça, mais est-ce que c'est nous qui n'avons pas fait non plus monter la sauce pour un c'est lui, il pouvait le remplacer dans la demi-journée, Nicolas Hulot. Il a mis 7 jours pour remplacer Nicolas Hulot et nommer François de Rugy. Franchement, il pouvait le faire dans la journée. Non, je trouve que pour le coup, c'est une mauvaise séquence. À sa décharge, on peut dire que Nicolas Hulot l'a pris de court en démissionnant mardi matin. Et l'a planté en pleine rentrée politique. Bon, merci à vous. Merci, suite pour les nouvelles aventures d'Emmanuel Macron et de la majorité la semaine prochaine. Et puis moi, je vous retrouve donc demain, avec Jean-Marie Colombani pour l'émission Politique à 17h15. À très vite, merci.